Elias Morgan travaillait avec des chevaux depuis plus de 30 ans, et son étalon Bay, Dusty, ne lui avait jamais désobéi, ni lorsque des serpents à sonnette se glissaient sur leur chemin, ni lors d'orages violents, ni même lorsque les coyotes hurlaient dans le canyon la nuit. Mais ce matin-là, quelque chose n'allait pas. Le cheval, d'habitude si fiable, se tenait immobile à côté d'un poteau de clôture brisé, les oreilles dressées, les naseaux dilatés à chaque respiration tendue. « Du calme, mon garçon » murmura Elias en tirant légèrement sur les rênes, mais Dusty ne bougeait pas. Ses sabots semblaient enfoncés dans le sol desséché, comme s'ils y étaient cloués. Les yeux sombres de l'animal se posèrent sur le groupe de peupliers juste derrière la clôture, puis revinrent vers son cavalier, comme s'ils essayaient de l'avertir. Elias essuya la sueur de son front avec le dos de son gant en cuir, la chaleur miroitant déjà sur les plaines alors que la journée venait à peine de commencer. Il lui restait encore 3 sections de clôture à réparer avant midi, et son voisin, Henri Dallet, l'avait prévenu que la tempête de la nuit dernière avait peut-être causé des dégâts. Mais ce genre de réparation n'avait rien de nouveau, et certainement rien qui puisse perturber un cheval aussi expérimenté que Dusty Point. « Qu'est-ce qui t'arrive » demanda Elias, d'une voix basse mais curieuse. Sa paume calleuse caressa le cou tremblant du cheval, sentant les muscles tendus frémir sous la peau. Dusty était tendu comme une corde d'arc. Au fil des ans, Elias avait appris à comprendre les humeurs de son partenaire. Le cheval l'avait sauvé plus d'une fois, sentant le danger bien avant que quiconque ne puisse le voir. Mais cette fois-ci, c'était différent. Dusty n'était pas prudent, il était terrifié. Il respirait par à-coups rapides et courts, et de la mousse s'accumulait au coin de sa bouche. Puis, avec une urgence soudaine, le cheval recula, tirant si fort sur les rênes qu'Elias trébucha. Les yeux du rancher balayèrent le terrain dégagé. Tout semblait normal, les collines vallonnées parsemées d'armoises, la légère brume de chaleur au loin, la longue ligne de clôture qui se dessinait vers le bleu brumeux des montagnes. Pourtant, quelque chose d'invisible avait changé dans l'air. Le vent tourna, apportant avec lui une légère odeur qui fit dresser les oreilles de Dusty. Elias inspira, essayant de percevoir ce que son cheval avait déjà senti. De la poussière, de l'herbe sèche et quelque chose de légèrement métallique. Inquiet, il murmura, doucement, Dusty, doucement. Mais le cheval secoua la tête, les yeux écarquillés et sauvages. C'est alors qu'Elias remarqua le silence. La prairie était devenue complètement silencieuse. Pas d'oiseaux, pas d'insectes. Même le faible bourdonnement des grillons avait cessé. Seul le souffle rauque de Dusty et le bruissement sec du vent subsistaient. Malgré la chaleur, un frisson parcourut l'échine d'Elias. Sa main droite se posa sur le fusil rangé dans son étui à la selle poing. Ce qui se cachait près de ses peupliers avait mis Dusty sur les nerfs pour une bonne raison. Le cheval avait déjà affronté des prédateurs, des pumas, des coyotes, et même un loup un hiver. Rien ne l'avait jamais autant ébranlé. Puis un bruit se fit entendre dans le bosquet, un gémissement faible et prolongé. Amen. À peine audible, mais indubitable. Dusty se figea, les naseaux dilatés, les yeux rivés sur les arbres. Elias tendit l'oreille. Le gémissement se fit entendre à nouveau, plus clair cette fois, et bien qu'il semblait provenir d'une personne blessée, quelque chose dans ce son lui hérissa les poils de la nuque. Il n'était pas naturel. Il était trop mesuré, trop délibéré, comme si quelqu'un essayait de paraître pitoyable plutôt que de souffrir réellement. Elias mit pied à terre lentement, en gardant une main ferme sur les rênes. Au moment où ses bottes touchèrent le sol, Dusty se cabra légèrement, tirant si fort qu'Elias faillit perdre prise. « Du calme, mon garçon » murmura-t-il, le cœur battant à tout rompre. Les yeux cerclés de blanc de Dusty brillaient de panique. Le cheval ne voulait rien d'autre que courir. Elias hésita, tiraillé entre son instinct d'aider et l'avertissement que lui donnait son cheval. Mais s'il y avait vraiment quelqu'un de blessé là-bas, pouvait-il simplement s'en aller? Il attacha les rênes de Dusty au poteau de la clôture, bien que le cheval résistât furieusement, les muscles tendus, les sabots enfoncés dans la terre. « Juste une minute » dit Elias doucement, en détachant son fusil. Les reniflements de Dusty le suivaient alors qu'il s'approchait des peupliers. À chaque pas, l'air semblait plus lourd, la lumière plus faible et le silence plus profond. À 30 pas des arbres, Elias s'arrêta. Le sol était mou à cet endroit, et des empreintes de bottes marquaient la terre, plus d'une paire, se dirigeant vers le bosquet. Aucune n'en ressortait. Les gémissements reprirent, plus proches cette fois.
À l'aide, s'il vous plaît. La voix était faible, tremblante, masculine. L'instinct d'Elias lui criait que quelque chose n'allait pas. Cela semblait répété. Il s'accroupit et se déplaça silencieusement entre les arbres. Ses yeux scrutèrent chaque détail, l'herbe piétinée, les branches cassées, une parcelle de terre remuée qui laissait supposer une lutte. Puis vint à nouveau cette odeur métallique, plus forte cette fois-ci, du sang, peut-être, ou de l'huile à fusil. À travers les troncs, Elias aperçut la victime présumée, un homme allongé sur le côté, un bras tendu vers le sol. Mais même d'ici, le rancher pouvait voir que quelque chose clochait. La position semblait mise en scène, trop précise. Avant qu'Elias n'ait pu s'approcher, il l'entendit, un léger murmure derrière lui. Quelqu'un d'autre était là. Il se retourna, fusil levé, juste au moment où l'homme, blessé, relevait la tête et se relevait d'un bond, toute trace de douleur disparut. En un instant, 3 hommes sortirent de l'ombre et l'encerclèrent point. « Tu as un cheval intelligent » dit l'un d'eux, un homme grand, au visage balafré, dont le sourire était plein de malice. La plupart des animaux seraient tombés directement dans notre petit piège. Il désigna du pouce l'homme qui avait faim d'être blessé. Mon ami ici présent s'entraîne à ce numéro depuis des semaines. Elias garda son fusil pointé sur celui qui venait de parler, même s'il savait qu'il était largement en infériorité numérique. Ces hommes n'étaient pas des vagabonds au hasard. Ils agissaient avec précision, trop organisés pour être de simples voleurs. « Que voulez-vous » demanda Elias d'un ton neutre. Le sourire du visage balafré s'élargit. « Des informations. Vous vous rendez régulièrement en ville avec quelque chose de précieux dans vos sacoches. Mon employeur s'intéresse beaucoup à cette cargaison. » L'esprit d'Elias tournait à toute vitesse. Il avait récemment transporté de petites quantités de poussière d'or de sa concession minière à la banque, en prenant toujours soin de changer d'itinéraire. Quelqu'un avait dû l'observer. Ce n'était pas une embuscade fortuite, mais un coup monté. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » dit-il, mais le chef ne le crut pas. « Tu as de l'or, Morgan. Et demain, tu prévois d'en transporter beaucoup plus. La question est, vas-tu nous dire où devons-nous te persuader ?» Derrière eux, Dusty hennissait sauvagement, se débattant contre le poteau de la clôture, essayant de se libérer. Elias comprit que le cheval avait senti la présence de ces hommes bien avant son arrivée. L'odeur de la violence flottait dans l'air point. « Henri d'aller m'attend à midi, » dit Elias avec prudence. « Il viendra me chercher si je ne me présente pas. » L'homme balafré eut un rire grave et cruel. « Ton voisin a déjà reçu de la visite ce matin. Il ne viendra pas. » Elias sentit le monde basculer, la femme de Dalley, sa petite fille. Que Dieu leur vienne en aide si ces hommes étaient là point avant qu'il n'ait pu reprendre la parole. Dusty donna un dernier coup de tête violent, et le bruit du bois qui se brisait emplit l'air. Le cheval s'était libéré point le craquement sec du bois qui se brisait résonna dans l'air immobile, et le cœur d'Elias bondit. Dusty était libre. Le martèlement des sabots suivit alors que le cheval chargeait vers le bosquet comme une tempête incarnée, les rênes brisées traînant derrière lui. L'homme balafré et ses compagnons se retournèrent vers le bruit, surpris par cette soudaine explosion de mouvement. Elias saisit sa chance et plongea derrière le peuplier le plus proche alors que des coups de feu brisaient le silence. Les balles déchirèrent l'écorce et les feuilles, et des éclats volèrent près de son visage point. « Attrapez ce cheval !» cria le chef, la voix pleine de rage. « Nous en avons besoin vivant. » Mais Dusty n'était pas un cheval facile à attraper. L'étalon fonça à travers le bosquet, se cabrant et frappant de ses sabots ferrés. L'un des hors-la-loi poussa un cri lorsque le coup de sabot de Dusty manqua sa poitrine de quelques centimètres. Le chaos donna à Elias de précieuses secondes pour bouger. Il se baissa, utilisant les arbres comme couverture, se frayant un chemin vers une zone dégagée où il pourrait riposter si nécessaire. L'odeur de la poudre à canon et de la sueur se mêlait à cette même odeur métallique qu'il reconnaissait désormais comme étant celle du sang, frais et épais point. « Tu ne peux pas te cacher éternellement, Morgan !» cria le chef balafré. « Nous savons ce que tu transportes. 20 livres d'or, prêts à être expédiés. Notre employeur les veut, et tu vas les lui livrer. » Le cœur d'Elias battait à tout rompre. Seules 3 personnes étaient au courant de cette cargaison. Lui-même, le directeur de la banque et son associé, William Danner. Cette prise de conscience le frappa comme un coup de poing.
Quelqu'un en qui il avait confiance l'avait trahi. Puis le bruit lointain des sabots se fit à nouveau entendre. Plusieurs cavaliers, rapides et déterminés, arrivaient de la direction de la ville. Les hors-la-loi échangèrent des regards rapides et perçants. Leur chef sourit. Ce doit être le reste de notre équipe. 12 hommes au total. Vous êtes en infériorité numérique, vieil homme. Vous feriez mieux de lâcher ce fusil avant que nous vous le fassions regretter. Mais alors que les cavaliers franchissaient la crête la plus proche, la lumière du soleil se refléta sur des insignes en laiton. Elias reconnut la jument pie qui les menait, elle appartenait au shérif Hollis. Derrière lui chevauchaient 6 adjoints, fusils en bandoulière et prêts à tirer. Le soulagement se mêla à la peur. Si la loi était là, ils avaient peut-être une chance. On s'est fait piéger. Siffla l'un des hors-la-loi. Le visage balafré s'assombrit. Impossible. Notre contact nous avait promis que la voie était libre. Mais la panique brillait dans ses yeux. Et la voix du shérif Hollis résonna à travers la plaine. Lâchez vos armes et sortez les mains en l'air. Des coups de feu éclatèrent avant que quiconque ait pu répondre. Le bosquet explosa dans un vacarme assourdissant. Coups de fusil, cris d'hommes, craquements de branches. Elias tira une fois, touchant le sol près des pieds de l'homme balafré pour le repousser. Pendant ce temps, Dusty s'était placé entre son maître et les assaillants, les oreilles plaquées, le corps tendu et prêt à bondir. Il grattait le sol et reniflait, tel un mur vivant de muscles et de fureur. Changement de plan. Aboya le chef. On l'emmène avec nous, c'est notre ticket de sortie de ce pétrin. 2 hommes se dirigèrent vers Elias, mais la balle du shérif toucha l'un d'eux à l'épaule, le faisant tomber à terre. L'autre plongea pour se mettre à couvert en jurant. Rappelle ton cheval, Morgan, cria le chef balafré en levant son pistolet. Fais-le maintenant, ou je lui mets une balle entre les 2 yeux. Ces mots glacèrent le sang d'Elias. Il avait déjà trop perdu. Sa confiance, sa sécurité, peut-être même la famille de son voisin. Il ne pouvait pas perdre Dusty aussi. Son doigt se crispa sur la gâchette, mais alors il le vit. Dusty le regardait, les oreilles dressées, les yeux écarquillés mais concentrés. Le cheval comprenait. Il attendait. Dusty, éparpille-toi, cria Elias, utilisant l'ancien ordre qu'il avait appris pour rassembler le bétail. L'étalon bondit en avant à une vitesse fulgurante, traversant la formation serrée des hors-la-loi. Les hommes crièrent et plongèrent sur le côté alors que les sabots de Dusty faisaient voler la terre. Dans la confusion, Elias roula sur le côté et tira à nouveau, touchant une branche au-dessus de la tête du chef. L'homme balafré tira à l'aveuglette, sa balle effleurant un tronc d'arbre. Ce seul coup de feu révéla sa position aux hommes du shérif Hollis. En quelques instants, le bosquet fut encerclé. Des coups de feu retentirent à nouveau, mais l'issue était claire. 2 des hors-la-loi lâchèrent leurs armes et levèrent les mains, le visage pâle. Le chef et son complice blessé s'enfuirent plus profondément dans les bois, mais les hommes de loi se rapprochaient rapidement. Elias sortit de sa cachette et appela doucement. Dusty, ici. Le cheval revint au trot, tremblant et couvert de sueur, mais vivant, baissant la tête pour qu'Elias puisse attraper les rênes. Le rancher posa une main tremblante sur le cou de l'animal. Bon garçon, murmura-t-il. Le shérif Hollis mit pied à terre et s'avança vers lui, le visage buriné et sombre sous le bord de son chapeau. Elias Morgan, vous avez des explications à fournir, dit-il. Nous avons trouvé Henry d'aller ligoter dans sa grange, fou de rage. Il a dit que des hommes étaient venus le voir pour vous interroger. Quand ils ont mentionné vos allers-retours à la banque le mardi, il a compris que quelque chose n'allait pas mardi. Elias fronça les sourcils. Je vais toujours le vendredi. C'est exactement ce qu'Henry leur a dit, répondit Hollis en crachant par terre. Ils ont insisté sur le fait que leurs informations étaient fiables. Quelqu'un leur a donné de faux horaires. Elias eut un haut le cœur. Alors celui qui a monté tout ça voulait qu'il me trouve ici, aujourd'hui. Le shérif acquiesça d'un air sombre. Ils en savaient trop sur ta concession, tes dépôts, tes itinéraires. Cela réduit considérablement le nombre de suspects. Quelqu'un qui a accès au registre de la banque ou au papier de ton partenaire. Avant qu'Elias n'ait pu répondre, l'un des hors-la-loi capturés cria depuis le sol, vous vous trompez de personne, shérif. Notre contact nous avait dit que Morgan serait seul et sans protection. Ils avaient juré qu'aucune loi ne viendrait s'en mêler. Quelqu'un voulait que cela se passe ainsi. La signification de ces mots frappa Elias comme un coup de marteau.
Ce n'était pas seulement un vol. C'était une exécution mise en scène pour ressembler à un vol. Son pouls battait à tout rompre lorsqu'il se tourna vers le shérif. Et si tout cela n'avait rien à voir avec le vol d'or? Et si quelqu'un voulait ma mort? Le shérif Hollis serra les mâchoires. Vous voulez dire quelqu'un qui aurait intérêt à vous voir mort. Quelqu'un qui pourrait revendiquer vos biens ou vos droits sur cette mine. Avant que l'un ou l'autre ne puisse ajouter quoi que ce soit, un autre bruit se fit entendre, le rythme rapide de sabots approchant depuis la ville. Cette fois, il s'agissait d'un cavalier solitaire, qui avançait rapidement. Dusty dressa les oreilles et Elias se tourna vers la plaine. Le cavalier apparut. Un hongre bai foncé portant un homme vêtu d'un manteau noir et d'une boucle de ceinture en argent. Elias le reconnut immédiatement. William Danner, son partenaire et ami le plus proche. Il fut envahi par un sentiment de soulagement, jusqu'à ce qu'il aperçoive le reflet du métal dans la main de Danner. L'homme s'arrêta à 6 mètres de distance, le visage rouge, les yeux écarquillés. Dieu merci, tu es vivant. Alta-t-il en descendant de cheval. Le métal dans sa main n'était pas une arme, mais un télégramme froissé. Il le tendit à Elias. J'ai reçu ça en ville, des nouvelles d'une fusillade ici, et quand j'ai appris ce qui était arrivé à Henry, je suis venu directement ici. Il regarda autour de lui, déconcerté par les hommes capturés. Bon sang, mais que se passe-t-il ici? Le shérif Hollis s'avança prudemment. Monsieur Danner, nous avons des raisons de croire que quelqu'un a divulgué des informations sur votre partenariat, sur les calendriers d'exploitation minière et les dépôts bancaires. Vous n'en savez rien, n'est-ce pas? William cligna des yeux, visiblement offensé. De Volk? Bien sûr que non. Qui pourrait bien? Il s'interrompit soudainement, son expression laissant place à la stupéfaction. Attendez. Elias, le télégramme, lisez-le. Elias déplia le papier jauni, les mots tremblant légèrement entre ses mains, opération minière compromise. Des parties inconnues accèdent au registre des concessions. Violation de la sécurité bancaire confirmée. Recommande la plus grande prudence. Je n'ai jamais reçu ça, murmura Elias. Le télégraphiste a dit qu'il avait été livré à votre ranch hier, répondit William, encore essoufflé. Il l'a remis en main propre à votre gouvernante. Elias sentit son estomac s'enouer. Je n'ai pas de gouvernante. Je vis seul. Le shérif Hollis plissa les yeux. Alors qui diable l'a récupéré? Une seule personne lui vint à l'esprit. Quelqu'un qui avait la clé de sa maison, quelqu'un qui connaissait ses habitudes mieux que quiconque. Quelqu'un qui l'avait exhorté le mois dernier à souscrire une assurance vie. La prise de conscience le frappa comme un coup de marteau. Clara Whitfield, murmura Elias. La fille du banquier. Le nom resta suspendu dans l'air comme l'écho d'un coup de feu. Le shérif Hollis regarda Elias d'un air sévère, le front plissé sous le bord de son chapeau. Clara Whitfield? Vous en êtes sûr? La voix d'Elias était calme, mais quelque chose de brut tremblait en dessous. Elle savait tout, les dates de mes livraisons, l'endroit où je conservais les registres des dépôts, et même que j'avais prévu de passer la nuit dans la cabane cette semaine. C'est elle qui avait insisté pour que je garde le transport secret. William Pallett. Elias. Le père de Clara est le seul à avoir les clés du coffre-fort de la banque. Si elle est impliquée, cela signifie que cette affaire va bien au-delà de quelques bandits. Le shérif fit signe à l'un de ses adjoints. Retourne en ville. Discreetment. Ramène Whitfield, le père et la fille. Et vérifie le bureau du télégraphe. Je veux savoir qui a envoyé des messages sous le nom de Morgan. L'adjoint acquiesça et partit au galop, la poussière tourbillonnant derrière son cheval comme de la fumée. Elias resta silencieux pendant un long moment, le poids de la réalité pesant sur sa poitrine. Le bosquet sentait encore la poudre à canon et le sang, mais sous cette odeur flottait quelque chose de plus froid. Le sentiment que chaque pas avait été guidé, chaque mouvement prédit. William s'agita nerveusement à côté de lui. Je ne peux pas croire que Clara soit impliquée dans tout ça. Elle parlait toujours de toi avec tant de gentillesse, elle disait même qu'elle admirait le fait que tu n'aies jamais abandonné le ranch après les incendies. Le regard d'Elias se durcit. C'est exactement pour ça que je la croyais. Elle m'a vu tout reconstruire, elle a vu ce que j'avais à perdre. Il jeta un coup d'œil vers les hors-la-loi capturés. Et quelqu'un a promis à ces hommes une proie facile. Ils pensaient me trouver seul.
Celui qui a planifié tout ça ne s'attendait pas à voir le shérif débarquer. Le shérif Hollis croisa les bras. Non, il s'attendait à ce que vous soyez mort avant notre arrivée. Un lourd silence s'ensuivit. Le soleil avait baissé, transformant la poussière en une brume dorée et rouille. Les bandits survivants étaient assis, ligotés près de la lisière des arbres, le visage strié de sueur et de peur. L'un d'eux, un homme nerveux avec un bandana enroulé autour du cou, prit soudain la parole. Vous ne comprenez pas, dit-il d'une voix rauque. Ce n'était pas seulement son idée. Elle travaillait pour quelqu'un d'autre. Elle disait que l'argent venait d'un homme de l'Est, un investisseur dans l'argent, qui voulait acheter votre terrain après votre départ. Elle disait que c'était une assurance, pas un meurtre. Son nom, aboya Hollis. Le hors-la-loi secoua la tête. Elle ne l'a pas dit. Mais elle l'appelait Monsieur Caldwell. Il a payé avec des bons de télégramme et des pièces provenant directement de Denver. Elias se fija. Il connaissait ce nom. Nathaniel Caldwell, le spéculateur minier qui avait tenté d'acheter sa concession 6 mois plus tôt. Quand Elias avait refusé, Caldwell l'avait averti que « les hommes qui s'accrochent trop à des rêves mourants finissent généralement écrasés sous leur poids ». Ce n'était pas une menace en l'air. Le shérif expira bruyamment. Ça règle la question. Whitfield et Caldwell ont mené une petite affaire en douce. Ils ont racheté des propriétés en faillite et éliminé les propriétaires qui résistaient. Nous aurons besoin de preuves écrites devant le juge, mais je parierais mon badge que c'est la vérité. Elias acquiesça lentement, l'esprit déjà en ébullition. Alors je vous donnerai des preuves. Hollis haussa un sourcil. Et comment comptez-vous vous y prendre? Elias jeta un coup d'œil à William. Vous avez toujours le registre original de notre premier investissement? Celui avec la signature de Caldwell? William cligna des yeux. Dans le coffre-fort du bureau, oui. Mais en quoi cela? Cela signifie que nous pouvons relier ces transactions financières à notre plainte, dit Elias. Si Clara a envoyé des paiements sous son nom, ils correspondront à cette signature ou au code de transfert. Il se tourna vers le shérif. Laissez-moi rentrer avec vos hommes. Si nous faisons vite, nous pourrons les attraper avant qu'ils ne détruisent quoi que ce soit. Hollis hésita une seconde avant d'acquiescer. D'accord. Mais vous chevaucherez à mes côtés, pas devant. Vous êtes désormais un témoin, et une cible. Ils montèrent à cheval, laissant 2 adjoints derrière eux pour surveiller les hommes capturés. Dusty, bien que couvert de sueur et de poussière, se déplaçait avec une vigueur renouvelée, ses oreilles remuant comme s'il sentait l'urgence. Les cavaliers traversèrent au galop la plaine vers la ville, le soleil rouge se couchant derrière les collines. Lorsqu'ils arrivèrent à la périphérie de Ridgetown, les lampes étaient allumées, projetant de longues lignes dorées sur la rue en terre battue. Les gens jetaient un œil depuis le seuil de leur porte, et des murmures s'élevèrent lorsqu'ils virent la colonne du shérif arriver au galop. Hollis tira sur les rênes près de la banque et descendit de sa selle d'un mouvement fluide. À l'intérieur, l'air était chargé d'une légère odeur d'encre et de lampe à huile. Derrière le comptoir se tenait Silas Whitfield, le banquier, qui ajustait ses lunettes d'une main tremblante. Sa fille n'était pas là. Bonsoir, shérif, commença-t-il nerveusement. Que se passe-t-il? Où est Clara? Demanda Hollis. Silas cligna des yeux. À la maison, je suppose. Pourquoi? Avant que le shérif n'ait le temps de répondre, Elias s'avança, la voix calme mais tranchante comme de l'acier. Elle n'est pas à la maison. Elle s'est enfuie. Où est-elle allée, Silas? Le banquier ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Son regard se porta vers la porte latérale menant à la salle des archives. Ce simple mouvement suffit à Hollis. Adjoint, aboya le shérif. Dans l'arrière-boutique, maintenant, la porte s'ouvrit brusquement dans un grand fracas. La pièce était faiblement éclairée, des papiers jonchaient le sol. Et là, penchée sur une boîte métallique, se trouvait Clara Whitfield. Ses cheveux s'étaient défaits de leurs chignons soignés, et elle tenait dans ses mains une liasse de documents et un petit revolver. Clara, ne fais pas ça, dit Elias doucement. Elle se retourna, les yeux exorbités. Tu n'aurais pas dû revenir, siffla-t-elle. Tu étais censé mourir là-bas. C'était simple, net, personne ne m'aurait blâmé. Les bandits prennent l'or, tu disparais, et la mine change de main. Et la voix de Hollis était ferme. Lâchez votre arme, mademoiselle Whitfield. C'est fini. Elle eut un rire tremblant. Fini?
Vous pensez que ça s'arrête avec moi? Caldwell possède déjà la moitié du territoire. Les hommes comme lui ne perdent jamais. Elias fit un pas vers elle. Peut-être. Mais vous, vous avez perdu. Pendant un instant, elle hésita. Puis elle serra plus fort son arme et appuya sur la détente. Le coup de feu retentit dans la pièce. Clara tituba et lâcha le revolver, ses papiers tombant au sol comme des plumes brisées. Silas poussa un cri et se précipita vers elle alors qu'elle s'effondrait. Hollis baissa son arme, le visage sombre mais résolu. Elle est blessée. Elle survivra. Allez chercher le docteur Avery. Elias resta immobile, la poitrine haletante, fixant les papiers tombés au sol. Parmi eux se trouvait un seul reçu de télégramme Denver, signé N. Caldwell. La preuve dont ils avaient besoin. William entra silencieusement, ramassa le document et le tendit au shérif. Voilà votre piste, dit-il doucement. Dehors, la nuit s'était abattue sur Ridgetown comme un rideau. Les réverbères clignotaient et Dusty attendait patiemment près du poteau d'attache, la tête baissée, respirant régulièrement. Elias sortit dans l'air frais, le chaos de la journée s'estompant dans un lourd silence. Il tendit la main et la posa sur le cou de Dusty. « Nous avons réussi, mon vieux, murmura-t-il. Nous n'avons pas encore fini, mais nous sommes toujours debout. » Derrière lui, les hommes du shérif emmenaient Silas et Clara, leurs silhouettes englouties par la lumière des réverbères. Hollis s'arrêta à côté d'Elias. « Tu as fait ta part, Morgan. Caldwell est le prochain. Nous enverrons un télégramme à Denver demain matin. » Elias acquiesca. Le soulagement qui l'envahit n'était pas un sentiment de triomphe, mais plutôt de l'épuisement, la profonde douleur d'un homme qui avait été trop souvent trahi par ceux en qui il avait le plus confiance. Shérif, dit-il doucement, l'or a moins de valeur que la parole d'un homme. Je crois que je l'ai appris à mes dépens. Hollis souleva son chapeau. Et vous êtes toujours en vie, cela vaut plus que tout l'or de votre coffre-fort. Alors que l'aube se levait sur les collines, les premières lueurs se reflétaient sur les toits des granges et les vastes plaines au-delà. La longue ombre de la trahison se dissipait, laissant place à quelque chose de plus simple. La paix, fragile mais réelle. Dusty renifla doucement et se dirigea vers la maison. Elias sourit faiblement et le suivit. Plusieurs semaines s'écoulèrent avant que la poussière de ses jours ne retombe enfin. Les procès, les déclarations, la paperasserie interminable, tout cela se confondait comme une longue tempête qui refusait de s'apaiser. Mais lorsque le dernier témoin eut parlé et que le verdict final fut rendu, la vérité apparut aussi claire que le soleil du matin. Nathaniel Caldwell fut déclaré coupable par contumace, l'homme ayant fui le territoire quelques jours avant que les mandats d'arrêt ne soient émis. Son réseau s'effondra néanmoins sans lui. Les comptes des Whitfield révélèrent tous les faux registres et tous les pots de vin. Clara, pâle et silencieuse tout au long des audiences, ne regarda pas une seule fois Elias. Elle avoua seulement que Caldwell lui avait promis une nouvelle vie dans l'Est, loin de la poussière et de la décadence de Ridgetown. Lorsque la promesse tourna au vinaigre, elle était déjà trop impliquée pour s'en sortir. Le shérif Hollis clôtura lui-même le dossier. Une racine pourrie, dit-il en jetant la dernière page dans le feu. Mieux vaut la brûler pour s'en débarrasser. Pour Elias Morgan, la vie reprit son cours lentement, par à-coups. La ville le voyait désormais différemment, non plus seulement comme le rancher discret qui venait chaque semaine déposer son argent, mais comme l'homme qui avait mis au jour un crime dépassant largement les frontières de leur communauté. Les étrangers lui tiraient leur chapeau lorsqu'il passait. Le forgeron refusait d'être payé pour les nouveaux fers à cheval. Même le barman du saloon, qui lui adressait rarement un mot aimable, lui servait un verre offert par la maison. Mais Elias ne se sentait pas comme un héros. Il se réveillait encore certaines nuits au son des coups de feu, avec dans les yeux l'image de Clara, sauvage, désespérée et perdue. Il avait appris que la trahison avait un son, plus doux qu'une balle, plus lent qu'un mensonge, mais tout aussi douloureux. William Danner resta à ses côtés tout au long de cette épreuve. Leur partenariat perdura, même si les deux hommes parlaient moins de profit que d'objectifs. Ensemble, ils rouvrirent la mine, non pas pour chercher fortune, mais pour reconstruire ce que la cupidité avait presque détruit. Hollis les aida à déposer de nouvelles demandes sous la protection du comté, s'assurant que personne ne puisse à nouveau les leur voler par la ruse. Le lendemain du verdict, Elias retourna à son ranch. L'air était vif, chargé de l'odeur du gel. Le toit de la grange scintillait comme de l'argent,
et les montagnes au loin brillaient d'une douce lumière ambrée. Dusty se tenait près de la clôture, la crinière ébouriffée, les yeux brillants. Elias mit pied à terre, s'appuya contre la barrière et regarda son vieux compagnon mâcher paresseusement un morceau de foin. « Tu m'as maintenu en vie, » murmura-t-il. « Je suppose que je te dois plus que de l'avoine et un abri. » Dusty renifla, comme si cette gratitude ne l'impressionnait guère, et donna un petit coup de tête à l'épaule d'Elias. Ce simple geste fit sourire le rancher, le premier sourire sincère depuis des semaines. Plus tard dans la journée, un cavalier apporta des nouvelles de Denver. Caldwell avait été arrêté alors qu'il tentait de passer au Kansas sous un faux nom. Il serait extradé dans le mois. La justice, semblait-il, allait achever ce que la vengeance avait commencé. Elias lut le télégramme une fois, puis le plia soigneusement et le rangea dans un tiroir. « Laissons la justice s'occuper de lui, » dit-il à William. « Certaines dettes ne m'appartiennent pas. » Les saisons passèrent. La neige arriva tôt cette année-là, recouvrant la vallée d'un manteau blanc et silencieux. Elias passait ses journées à réparer les clôtures, à s'occuper du troupeau et à parcourir les limites de ses terres, toujours accompagné de Dusty. Parfois, il s'arrêtait près de la rivière où avait eu lieu la première embuscade. Les peupliers avaient perdu leurs feuilles et se dressaient, nus et immobiles, témoins silencieux de ce qui s'était passé. Là, dans le silence de l'air hivernal, il trouvait souvent quelque chose qui s'apparentait à la paix. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière la crête, un cavalier s'approcha. C'était à nouveau le shérif Hollis, plus âgé, le visage marqué de rides plus profondes, mais le regard toujours aussi perçant. « Bonsoir, Elias, » dit-il en descendant de cheval. « J'ai pensé passer te voir avant de me rendre à la capitale. Ils m'ont promu, cette fois, c'est un insigne de Marshall. » Elias eut un petit rire. Il était temps qu'il revienne à la raison. Hollis suret fablement. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Cette affaire m'a ouvert plus de portes que je ne peux en compter. Mais je ne suis pas venu ici pour te remercier. Il fouilla dans son manteau et en sortit un morceau de papier plié. Avis officiel. Le bureau du gouverneur te rend la pleine propriété de tes terres et de tes droits, avec une exonération fiscale pendant 5 ans. Considère cela comme la façon dont l'État te remercie d'avoir fait ton devoir. Elias prit le papier, mais son regard se posa au-delà, vers les vastes plaines. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'était garder ce qui m'appartient, dit-il doucement. Hollis acquiesca. Et tu l'as fait. Il enfourcha sa selle et souleva son chapeau. Prends soin de ce cheval. Il a plus de combativité que la moitié des hommes que je connais. Lorsque le shérif s'éloigna, le bruit des sabots s'estompa dans le crépuscule. Elias resta longtemps debout, le vent froid tirant sur son manteau. Il baissa les yeux vers le document qu'il tenait dans sa main, puis vers l'horizon, où les dernières lueurs transformaient la neige en or. La terre s'étendait à l'infini devant lui, meurtrie, certes, mais vivante. On pouvait en dire autant de lui. Il se dirigea vers la grange, suivi de près par Dusty, leur pas régulier et assuré. Derrière eux, le vent emportait les dernières traces de trahison, ne laissant que la promesse tranquille du lendemain. Et alors que la nuit tombait sur le ranch Morgan, une seule lampe brillait à la fenêtre, non pas comme un avertissement, mais comme le signe que certaines histoires, aussi meurtries soient-elles, finissent toujours par s'achever dans la lumière.